AVC hémorragique, on peut dire que c'est l'extravasation de sang dans le cerveau, dans le parenchyme cérébral. Les AVC hémorragiques sont des pathologies plus fréquentes. Ils représentent la 3e cause de mortalité dans le monde. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'interruption soudaine de fonction cérébrale. Ça veut dire que ça dépend de la localisation de l'AVC, de l'accident. Et les signes qu'on peut reconnaître le plus souvent, c'est la faiblesse, ce qu'on appelle en médecine une hémiplégie ou hémiparésie. Donc, c'est la faiblesse de la motricité d'un côté du corps. Et puis après, on peut assister à des signes comme aphasie. Ça veut dire si la lésion est située par exemple à gauche. Et pour des cas sévères, nous pouvons assister à des troubles de conscience. Tout à l'heure, j'ai parlé de chef de file pour les hématomes spontanés, soit des AVC, les hémorragies spontanées, l'hypertension artérielle, c'est le chef de file. Mais nous avons aussi d'autres facteurs favorisants, comme par exemple la prise des anti-agrégants plaquettaires, ça veut dire l'aspirine junior, l'aspirine d'une manière générale, la prise des anticoagulants également. Il y en a beaucoup, je peux citer que c'est là. La clinique, tout à l'heure, je viens de parler du déficit neurologique. Et l'examen de référence, actuellement, c'est le scanner. Ça veut dire dès que le patient arrive, il faut faire un scanner cérébral. Le scanner cérébral permettra de vous dire s'il s'agit d'un AVC ischémique ou un AVC hémorragique. S'il s'agit d'un AVC hémorragique, on verra ce qu'on appelle l'hyperdensité au niveau cérébral. Ça dépend de la localisation. Comme j'ai dit aussi au début, là, il y avait des causes secondaires. En fonction de cette localisation de sang, on saura dire on saura suspecter s'il s'agit d'une cause secondaire, par exemple, rupture d'anévrisme. Si par exemple on a des hémorragies sous-arachnoïdiennes, et on peut suspecter aussi une malformation artério-veineuse. Et le plus souvent, si on a des hématomes profonds sur les noyaux gris centraux, on pense à l'hypertension artérielle. Bon, les complications, soit la complication la plus redoutable, je peux dire, c'est la mort, si la prise en charge n'est pas précoce. Donc, on peut assister à la mort du patient. Nous, on insiste sur la précocité de la prise en charge. Sur le patient, dès qu'il présente des signes, il faut l'amener aussitôt. Que ce soit pour les AVC hémorragiques, que ce soit pour les AVC ischémiques. Pour les AVC ischémiques, par exemple, bon, c'est l'apanage des neurologues. Si on arrive à l'hôpital dans les délais, on peut faire beaucoup de gestes qui peuvent sauver le patient, sauver même la fonction motrice du côté où il y a la faiblesse. Donc pour les AVC hémorragiques également, quand on prend les malades tôt, on arrive à poser des gestes, on va en parler dans la prise en charge, qui arrivent quand même à pouvoir épargner le patient de la mort. Oui, il y a une prise en charge. La prise en charge, elle est multidisciplinaire, si je peux dire ça comme ça. C'est l'apanage du neurochirurgien, du neurologue et du neuroréanimateur. Donc, je vais parler un peu plus à ce qui nous concerne. Tous les cas, ou soit tous les AVC hémorragiques ne sont pas opérés. Je donne des exemples concrets. Par exemple, des malades qui arrivent avec des AVC hémorragiques avec contamination ventriculaire, par exemple, avec un trouble de conscience. On arrive, par exemple, à poser des gestes au niveau intraventriculaire, par exemple les drains, ce qu'on appelle la DVE, qui arrive à drainer le liquide céphalorachidien et à diminuer la pression au niveau intracrânien. Et le relais, donc ça se prend en charge également avec les neuroréanimateurs qui va apprécier est-ce que le malade a un critère d'intubation. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les hématomes spontanés qu'on peut aussi traiter. Donc, on ne traite pas tous les hématomes spontanés. J'ai bien dit ici tout à l'heure que les hématomes profonds, il y a l'hypertension artérielle. Le plus souvent, la chirurgie n'a pas monté de bénéfices par rapport à une prise en charge conservatrice. Mais par contre, les hématomes lobaires, donc ça veut dire qu'il y a 3 éléments qu'il faut tenir compte ici. La localisation de l'hématome, la clinique du patient et le volume de l'hématome. Si un malade arrive avec un état clinique qui est bon, par exemple, il a ce qu'on évalue, on appelle ça échelle de Glasgow, on compte jusqu'à 15, il arrive avec une échelle de Glasgow au-delà de 8 par exemple, avec un hématome lobaire par exemple, de volume allant par exemple de 10 ml à 40 ml, un hématome lobaire superficiel, donc à moins d'1 centimètre de la surface, on arrive quand même à poser des gestes chirurgicales. Donc, les gestes chirurgicales, il y en a de 3 types actuellement dans le monde. Il y a premièrement ce qu'on appelle craniotomie, il y a le volet endoscopique et il y a aussi ce qu'on appelle l'approche stéréotaxique. Donc, la craniotomie, ça veut dire qu'on ouvre carrément le crâne
On fait une corticectomie, donc on ouvre un peu le cortex cérébral, on évacue l'hématome. L'endoscopie et la stéréotaxie. La stéréotaxie, ça veut dire qu'on fait un scanner, on place un cadre de stéréotaxie, on fait un scanner, on calcule, et puis on arrive à ponctionner l'hématome. L'endoscopie également, c'est la même chose, on fait un trou comme la stéréotaxie. Avec l'endoscope, avec une caméra, on entre et on ponctionne l'hématome. Mais pour ces 3 techniques, il n'y a aucune technique qui a montré une supériorité en termes d'avantage par rapport à l'autre.